Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro de Prime Politique. Aujourd'hui, nous sommes avec un acteur qui côtoie beaucoup plus les politiques dans notre pays et qui est par ailleurs homme de Dieu. Avec lui, nous allons écumer plusieurs sujets de l'actualité socio-politique. Il s'agit du pasteur Michel Aloko. Pasteur, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un privilège d'être dans votre studio ce matin. Merci beaucoup. Privilège partagé. Je rappelle que vous êtes pasteur, homme de Dieu. Vous êtes aussi secrétaire général et porte-parole du cadre de concertation des confessions religieuses dans notre pays. C'est bien ça, mais ce n'est pas à ce sujet que je suis là. Tout à fait. Vous êtes là en tant que pasteur, pasteur ouais, en tant qu'acteur de la société civile. C'est ça. D'accord. Et parlant de société civile, justement, vous êtes dans la société et on sait que récemment, vous avez pondu une tribune, une alerte pratiquement sur la situation qui prévaut dans notre pays en prélude aux élections générales de 2026. Dites-nous déjà le but de cette alerte et quels sont vos objectifs? Je pense que, comme tout bon Béninois, nous suivons l'actualité chez nous au Bénin. Et l'actualité qui défraie la chronique, aujourd'hui, c'est l'histoire du coup d'État. Ou supposé le coup d'État. Nous ne voulons pas qu'il y ait coup d'État dans ce pays. Pourquoi vous supposez, vous n'êtes pas convaincu? Un royaume qui est divisé contre lui-même est fragilisé. Je suis juriste pratiquant. Moi-même, quand je vais dossier devant les tribunaux, je n'ai pas besoin d'avocat. Je me défends moi-même. Je ne veux pas oser dire que le procureur Mario Tono a menti. Je ne veux pas dire que les juges qui sont sur le dossier de coup d'État ont menti. Mais l'opinion publique ne comprend pas. L'opinion publique s'interroge sur la manière, la procédure qui a conduit à l'arrestation de Boko Olivier et Oswald Omeki. L'opinion publique s'interroge. Vous avez écouté, comme moi, la réaction de l'éminent professeur Batokor sur la crise qui secoue notre pays. On va y revenir tout à l'heure, mais avant, concernant votre tribune toujours, vous avez fait un point par rapport à la situation et vous avez fait une proposition justement, puisque vous êtes pasteur, vous êtes appuyé quand même sur certains versets bibliques pour faire des recommandations. Avez-vous l'impression que vous serez écouté suite à cette alerte-là? J'étais heureux d'écouter le président de l'Assemblée nationale lors de son discours d'ouverture de la section parlementaire qui en a appelé à la retenue, à la séparation des pouvoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand j'ai vu des militants, des députés de la mouvance se lever pour condamner un soi-disant coup d'État, alors que le dossier est en instruction devant des juges, des magistrats, je crois qu'il y a un véritable problème. On a l'impression qu'ils veulent faire pression sur les juges pour que les juges disent ce qu'eux, ils veulent qu'ils disent. Et c'est en cela que j'apprécie l'intervention du président de l'Assemblée nationale en appelant à la séparation du pouvoir. Mais on se demande s'il n'y a jamais eu séparation du pouvoir dans ce pays. Quelle est votre réponse sur la question? Non. Ah bon? Non. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais vous savez que toutes les institutions sont entre les mains de la mouvance. Ce que le président Talon a eu à condamner avant qu'il ne devienne président de la République. C'était le contraire avant le président Talon? La Cour constitutionnelle entre les mains du président Talon, la HAC entre la main du président Talon, l'Assemblée entre les mains du président Talon, toutes les institutions. On n'a pas fait en sorte... Vous savez, c'est la modification de la loi fondamentale en 2019 qui a
occasionné tout ça là. Quand nous avons eu une assemblée monocolore, ça a tout basculé. Je ne suis pas rassuré pour mon pays. Je fais nier les déclarations de Batoko. Le pays va mal. Avant d'en arriver là, justement, si vous permettez, c'est un secret de polichinelle. Vous avez côtoyé l'ancien président Boni Yayi. Eh bien sûr, bien sûr. Voilà, et on sait que sous son régime, toutes les institutions étaient concentrées dans les mains de la mouvance présidentielle. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que vous reprochez au président Patrice Talon actuellement? Mais vous savez, sous le président Boni Yayi, il y a eu des représentants de l'Assemblée n'étaient pas monocolores. Et pour désigner un membre au sein de la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale a un quota à proposer. Et parmi ce quota, il y a les députés de la minorité qui proposent, les députés de la majorité qui proposent. C'est pareil pour la RAC. Mais sous le président Patrice Talon, toutes les personnes désignées pour occuper les fonctions dans les institutions proviennent de la mouvance, sauf à la Sénat où FCBE a pu désigner quelqu'un pour représenter l'opposition à la Sénat. FCBE aujourd'hui, est-ce que FCBE est véritablement de l'opposition? C'est la question qu'on se pose. Vous n'y croyez pas? Non, puisque les élections de 2021, les élections présidentielles, on sait comment ça s'est passé. Ah bon, dites-nous comment ça s'est passé. Je ne vais pas aller dans ces détails. D'accord. Mais toujours sur cette actualité-là, oui, c'est vrai que l'échiquier politique est là. On est en train d'observer. Au niveau de l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle où nous parlons, il y a l'opposition qui est fortement représentée, le Parti Les Démocrates. C'est pas fortement. 28 députés, c'est pas fortement. Mais c'est la minorité de blocage. Pour bloquer quoi? Quand ils ont introduit la loi d'amnistie, est-ce que ça a prospéré? Non. Quand l'opposition a rencontré le président de la République pour supplier le président là, Yayi Boni a demandé pardon au président de la République. Il a dit qu'il n'y a pas de pardon. Il a refusé. Bon, je ne sais pas s'il va pardonner son ami Boko Olivier. Si il s'avérait que les faits sont constitués, il puisse le pardonner. On est là pour voir ce qui va se passer. D'accord. À l'Assemblée nationale aujourd'hui, on sait que le poste de deuxième vice-président revient à l'opposition, ce qui n'est pas rien. Pasteur Michel Alokpo. Il peut pas contre les autres membres du bureau de l'Assemblée. Lui seul, il ne peut pas bloquer. Lui seul ne peut pas bloquer. Mais il peut diriger les sessions. Au moins, on sait que dans la hiérarchie, si le président n'est pas là, si le premier vice-président n'est pas là, l'opposition peut diriger les débats au Parlement. Un premier vice-président qui n'est pas démocrate. Et s'il n'est pas là, c'est le deuxième vice-président qui dirige les débats. Le deuxième vice-président est souvent malade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'est toujours pas à l'Assemblée. C'est ce que je veux dire. Sa santé ne lui permet pas d'être régulier à l'Assemblée. Donc, oubliez ça. La position de deuxième vice-président ne joue pas grand-chose au sein de ce bureau de l'Assemblée nationale. Aucun. D'accord. Revenons à votre tribune en prévision aux élections générales de 2026. Justement, il y a eu cette sortie-là, abondamment relayée de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, qui se pose un tas de questions. Il se demande où va le pays. Est-ce que vous partagez ces interrogations-là? Vous me demandez si je partage les interrogations de M. Batoko. Mais ce que Batoko a dit, c'est la vérité. C'est vrai, le peuple béninois a apprécié. D'abord, son intervention a été largement relayée par la presse béninoise. C'est un dinosaure, Batoko. C'est un ancien lieutenant du feu général Mathieu Kérékou. Il a été ministre sous Mathieu Kérékou. Il est même l'enfant du général Mathieu Kérékou. Mathieu Kérékou l'a adopté. Il a évolué dans la politique pendant des années. Et parvenu à ce poste de président de la Cour suprême. C'est un analyste
politique, ce qu'il a dit, c'est ce que le Béninois vit. On se demande là où on va avec ce code électoral. Il a dit des vérités. J'ai même oublié que le chef d'État aurait fait des déclarations de ne pas toucher la Constitution, ni le code, ni un virgule du code électoral. Il met le chef de l'État devant un problème. Si c'est vrai que le chef d'État aurait fait de telles déclarations. Si c'est vrai, parce que ça reste à vérifier. Oui, allez-y. Si c'est vrai, mais ça pose des problèmes d'éthique et de crédibilité pour notre pays. Est-ce qu'on peut croire aujourd'hui au discours des hommes politiques? C'est la question qui se pose. Troisième mandat, est-ce qu'on peut croire qu'il n'y aura pas troisième mandat? C'est la question qu'on se pose. Mais est-ce qu'en évoquant cela, ce n'est pas vous, justement, qui mettez ça dans la tête des personnes? Parce que à plusieurs reprises, le chef de l'État, il a dit que, voilà, lui, il ne revient pas. Et il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi ça se suscite dans l'opinion qu'on parle de troisième mandat. Le porte-parole du gouvernement l'a dit à plusieurs reprises. Après 2026, dans quelques mois, Patrice Talon sera passé à autre chose. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous-même, vous ne passez pas à autre chose? Vous voulez que je croie à Wilfried Mbedi, qui va de coq à l'âne? Je ne peux pas croire. C'est fort, pasteur. Je ne peux pas croire à Wilfried Mbedi, à tout ce qu'il raconte. Je le connaissais tant qu'il était journaliste. Il était bon journaliste. Mais quand il est rentré dans la politique, il fait du mi-bac. Je ne crois pas. Mais il est porte-parole d'un gouvernement. Il porte quoi? Quelle parole il porte? C'est ce qu'on lui dit de dire qu'il dit. Quand il était journaliste, il fait de très belles analyses. Mais aujourd'hui, personne ne croit à Wilfried Mbedi. Moi, je suis allé sur les antennes de l'ORTB, j'ai fait des émissions. Et ces émissions sont pas passées. On m'a dit, ah non, mais il faut que Wilfried Mbedi vienne donner son OK pour que ces émissions passent. On est dans quel pays? Liberté de presse ou quoi? Mais il le sait. J'ai fait une dernière, notre plaidoyer que j'ai eu à faire la fois dernière. C'est passé une seule fois. À l'ORTB, pum, ils ont coupé. Vous voulez que ça passe 1000 fois? Ah, mais vous savez que les émissions à la télévision, au moins ça passe une fois, deux fois, ou trois fois, quatre fois, des fois. Quand il s'agit des émissions animées par les hommes politiques de la Mouvance. Mais je ne vous garantis pas que nous sommes dans un pays qui nous rassure. Vous êtes de l'opposition? Société civile. La société civile, nous sommes à la veille. Nous faisons la veille citoyenne. Parce que nous observons ce qui se dit, ce qui se passe dans notre pays. Je ne dis pas que tout est mauvais dans le pays. Ah non. Quand vous passez derrière la présidence, vous voyez les immeubles qui poussent comme des champignons. Je ne dis pas que tout est mauvais dans le pays, mais il y a plus que ça à faire pour le Béninois. Le Béninois lambda n'a pas à manger. Ah bon? Vous avez des chiffres? Les besoins fondamentaux de l'homme ne sont pas pris en compte. Michel Alopo, vous avez des chiffres qui confirment ce que vous dites? Ce que j'ai dit quoi? Que le Béninois lambda n'a pas à manger? Ah bon? Non, je pose la question. Tu vas me le dire tout à l'heure. D'accord, poursuivons. Pasteur Michel Alopo, je rappelle que vous êtes notre invité dans le cadre de cette émission Prime Politique. On sait que oui, l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, est intervenu, il a parlé de la relecture du code électoral. Quand on sait justement que ce code a été adopté, voté à l'Assemblée nationale il y a quelques mois, et que certains acteurs politiques appellent à sa relecture, est-ce que lui aussi il a des chances d'être écouté sur cette question-là? La question qui se pose aujourd'hui, cette relecture ne peut que se faire que quand le chef de l'État va décider d'aller au dialogue national. Actuellement, le vote de ce code a été fait et la Cour constitutionnelle a validé. Le président a promulgué. On peut supposer que c'est fini, c'est parti, pour de bon. Mais je voulais rappeler à l'attention des Béninois que ce qui s'est passé au Sénégal peut se passer aussi chez nous.
il y a eu dialogue national qui a permis de libérer Sonko et l'actuel président de la République. Maïfaï, ouais. Le fils de l'ancien président, Karim Wade, il a été libéré. ouais. Et les choses ont fonctionné parfaitement. Les élections étaient libres, transparentes et crédibles. Si les élections étaient libres, transparentes et crédibles au Sénégal, et que ceux qui étaient en prison sont devenus champions aujourd'hui, ça peut se passer au Bénin. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Quel parallèle êtes-vous en train d'établir? Je voudrais demander au chef de l'État d'être à l'écoute de son peuple. Parce qu'il y a beaucoup de Béninois, beaucoup d'institutions, de contre-pouvoirs qui ont recommandé la relecture de ce code pour éviter le chaos pour le 2026. Je crois que s'il écoute, ce serait au bonheur de tous les Béninois. Il est important que le chef d'État laisse le pays tel qu'il a trouvé avant de briguer. Avant 2016. Avant 2016. S'il a trouvé le pays dans un état, il faut qu'il fasse tout possible pour que la paix arrive. C'est surtout la paix. Hein? Là où il n'y a pas la paix, ça veut dire le contraire de la paix, c'est la guerre. Tout ce qui se passe aujourd'hui inquiète le Béninois. Tout ce qui se passe aujourd'hui ne donne pas l'assurance que 2016 serait une année de fête. 2026, vous voulez dire? 2026. Mais nous sommes convaincus que par la prière, c'est pour ça que j'ai exhorté les croyants à prier. Pas pour un homme, à prier pour le Bénin. À prier contre les esprits qui gouvernent ce pays, le Bénin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a vendu le Bénin à Satan, au diable. Non, mais... Je vais vous le dire. Vous exagérez à peine, monsieur Aloko. On a vendu ce pays. Ah oui, mais quand on parle de gouverner par la ruse et la rage, la ruse, c'est le diable, non? Je ne sais pas. Ah, c'est le diable qui fait de la ruse. Ah oui, mais c'est une gouvernance de Satan. Gouverner par la ruse, vous savez pas ce que ça veut dire? Et la rage. Ah ben écoute, vous voulez tuer le pays? Non, mais vous êtes là pour nous donner des explications. Ben, écoute, oui, mais moi en tant que chrétien, quelqu'un qui est enragé, ben, il n'est plus un homme naturel. Il est possédé par un esprit. Vous êtes pasteur. Et bien Michel sûr. Aloko. Oui. Vous savez que dans les Saintes Écritures, on dit que toute autorité vient de Dieu. Eh oui, bien sûr. Et c'est clair. En accord à cela, on sait que les chefs actuels que nous avons, c'est Dieu qui les a établis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est quel chef? Je vous pose la question. Tu parles de... Le président de la République. Ah, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Ils sont établis par Dieu. Mais ils doivent être soumis à la volonté de Dieu. Ils doivent avoir la crainte de Dieu. Ils ne l'ont pas, selon vous? Ils ne l'ont pas? Ce que nous constatons aujourd'hui, oui. Les hommes qui animent les institutions de notre pays, ils manquent de la crainte de Dieu. Parce que tous? Tous, sans exception. Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est très dangereux. Ça veut dire que sous Yahi, ils avaient manqué de la crainte de Dieu. Ce n'est pas les mêmes personnes. Si, en majorité, c'est les mêmes personnes. Sous Yahi, les élections étaient libres, transparentes et crédibles. Depuis que le Bénin a connu des élections sous le gouvernement Talon, il y a eu toujours de la violence. Ça n'a pas... Moi j'ai été coordonnateur de la Sénat dans plusieurs départements. Je fus même secrétaire général porte-parole de la Sénat en 2007. Donc, moi j'ai joué mon rôle à la Sénat, je sais ce qui se passe. Et c'est Yahi qui a instauré l'EPI. Et parce que les élections n'étaient pas libres, transparentes et crédibles. Et je pense que malgré ce code électoral, malgré la liste électorale qui est en cours, j'attends dire qu'il y a des manipulations au sein de cette liste électorale. Tant que ce n'est pas réglé, ça va conduire au désastre. Le pays ne connaîtra pas la paix. Et je souhaite que il y a un dialogue entre les hommes politiques pour sauver notre pays. Ça, c'est mon message. Nous voulons sauver la démocratie parce que
Le Bénin a été un modèle de démocratie. Vous savez... Il ne l'est plus actuellement? Oh là là. Vous avez entendu le président, l'ex-président de la Cour suprême? Il a été clair. Lui qui a œuvré sous le président feu général Mathieu Kéréko, il a côtoyé un peu Yaya Boni. Je ne sais pas s'il a été député, mais je sais que c'est un homme politique. Il a été ministre sous le président Mathieu Kéréko. Il connaît bien le pays. Il connaît bien le pays. Il a même indexé un député avant Bla comme son ami. Ils se connaissent tous. Ça ne va pas dans le pays. Il faut qu'il y ait un redressement de notre démocratie. Il faut une restauration de notre démocratie. Les acquis, les fondements de notre démocratie sont bafoués. Quand on veut forcer à réviser la Constitution, et on dit qu'on va corser, on l'a osé dire, qu'on va corser le code électoral. Avant qu'il ne vote le code électoral, il nous a annoncé. Qui l'a dit? C'est lui qui l'a dit. Qu'ils vont corser le code électoral. Mais quand j'ai entendu ça, j'étais mal à l'aise. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Corser le code électoral parce que pour eux, c'est leur ventre. Ils veulent être députés à vie. Ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Moi, je ne sais pas. C'est terrible, c'est triste pour notre pays. C'est triste pour notre pays. Donc, on a corsé le code électoral. Aujourd'hui, il y a une malaise. Est-ce que ce n'est pas le fait d'avoir imposé ce code électoral qui a entraîné ce supposé coup d'État? Parce que beaucoup de gens l'ont dit. Je l'ai eu à dire, moi-même, que ce code électoral qui a été voté, c'est contre Bokor Olivier. Parce que... Ah bon? Oui, je l'ai dit sur plusieurs émissions. Vous n'avez pas de preuves. Pourquoi vous faites de telles insinuations? Il n'est pas écrit quelque part que c'est contre tel acteur politique. Vous le savez. Non, je ne sais rien. Les Béninois le savent. Ah bon? Les Béninois le savent parce qu'il y a un mouvement de suscitation de candidature de Bokor Olivier. Mais ça, on l'a tous observé. Et bien sûr, et que le code électoral d'ici, celui qui doit être candidat n'est pas parrainé par un parti. Et voilà que Bokor Olivier n'a pas de parti politique. Ah bon? Il est exclu. Il n'est ni BR, il n'est ni UPR. Il est exclu d'office. Mais il aurait pu faire son adhésion à un parti politique. Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Pourquoi? Le président de la République a fait son adhésion à un parti politique avant d'être président de la République. Comparaison n'est pas raison? Comparaison n'est pas raison. Yaya Boni n'a pas, avant qu'il devienne président de la République, il n'a pas fait adhésion à un parti politique. C'est un groupe de partis qui se sont réunis pour porter Yaya Boni. Oui, mais il n'était pas membre officiellement d'un parti politique avant d'être porté à la tête du pays en 2006. Qui? Yaya Boni. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Il n'était pas membre d'un parti politique avant d'être porté. Ouais. C'est la population qui l'a suscité. Mais ça aurait pu se faire pour l'autre aussi. 2026 n'est pas encore arrivé. Oui, mais alors, quelle est cette histoire de supposé coup d'État? Quand on parle de supposé coup d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État. Ah bon? Oui, quand on dit supposé coup d'État, ça veut dire qu'il n'y a pas de coup d'État. Alors, dites-moi. Bon, c'est vous qui le dites, hein? Bon. Dites-moi. Ouais. Quelles sont les armes qu'on a trouvées dans la voiture de Bokor Olivier quand il allait sur le président de la République, qui l'a appelé? Moi, je n'étais pas là. On a tous suivi la déclaration du procureur spécial de la Criette. Quelles sont les armes qu'on a trouvées chez Oswald Pomeki? Si ce n'est que de l'argent, 1,5 milliard. C'est avec de l'argent qu'on fait des coups d'État. Alors, celui qui devait être le cerveau de ce coup d'État, pourquoi il est en liberté? Le Béninois se pose des questions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez conclure en posant toutes ces interrogations? Moi, je laisse les juges apprécier. Si les juges ont des preuves matérielles, parce qu'il faut des preuves matérielles, il faut l'élément légal, il faut l'élément moral. Il faut que ces trois éléments se réunissent pour confirmer un crime. Est-ce que vous avez suivi la sortie du procureur spécial de la Criette sur ce dossier-là? Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce qu'il a apporté les preuves des trois éléments que je viens de citer?
Moi, je ne veux pas discuter sur ça, c'est son domaine. Hmm. Est-ce que... Mais est-ce que vous l'avez suivi au moins? J'ai suivi à plusieurs reprises l'intervention du procureur de la Criette. Sauf que la banque NTA qui l'a intéressé lui a retourné la balle, a nié ce qu'il a dit. Aujourd'hui. Les 1,5 milliard qu'on a supposé trouver chez Omeki. Est-ce que Omeki reconnaît que cela lui appartient? Est-ce que c'est celui qu'on a trouvé l'argent? Et ces 1,5 milliard se trouve où aujourd'hui? A été transféré où? Vous voulez qu'on vous les confie? Non, mais attends. Vous savez, en matière procédurale, quand vous avez affaire à la justice dans un coup d'État, ou un délit ou un crime, et qu'on attrape des objets chez vous, ces objets sont gardés sous scellés auprès du greffier en chef de la Criette. Est-ce que ces 1,5 milliard se trouve chez le greffier en chef de la Criette qui doit normalement les transférer à la caisse de dépôt et de consignation? Oui, mais c'est une procédure qui est en cours. Vous n'en savez rien. Est-ce que ces 1,5 milliard se trouve à la caisse de dépôt et de consignation aujourd'hui ou dans une banque privée? Vous voulez vérifier où se trouve l'argent? Non, je pose la question. Et si cet argent se trouve ailleurs qu'à la caisse de dépôt et de consignation, je veux dire qu'il y a retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. La situation n'est pas tout à fait claire. On dirait que vous êtes... Je suis juriste. Tout à fait. On dirait que vous êtes plus préoccupé par la destination de l'argent que par l'issue de la procédure. C'est normal. Ah bon? Ça veut dire que la destination de l'argent peut apporter une preuve contraire à ce qui se dit. Si l'argent n'est pas retourné là où ça doit être une procédure devant un juge d'instruction, le greffier en chef est condamné à d'abord, les agents qui ont attrapé, qui ont pris en compte ces 1,5 milliard doivent sceller cette somme et déposer au greffe. Et le greffier en chef doit transférer l'argent dans une banque. Vous ne savez pas si ça a été fait ou pas? Je me pose la question si c'est comme ça s'est passé. Si ce n'est pas comme ça s'est passé, ça veut dire qu'ils ont faussé la procédure. Ça veut dire qu'il y a un problème. Retour à l'envoyeur. Quel envoyeur? Ah bon, je ne sais pas. Qui a envoyé les 1,5 milliard? On ne sait pas. Et si c'est Omeki qui détenait l'argent, les 1,5 milliard, il est foutu. Ah bon? Ah ben écoute, comment ils peuvent avoir 1,5 milliard chez lui, dans des sacs? Il a trouvé l'argent où? Maintenant, les magistrats instructeurs doivent pouvoir relier, soit par un compte bancaire, soit d'abord le véhicule dans lequel ils ont mis le sous. Est-ce que ça appartient à Omeki? On nous a dit que ce véhicule est... J'ai interrogé quelqu'un de la NAT, on m'a dit non. Ce véhicule n'a pas enfin, la pièce qui atteste que la voiture appartient à quelqu'un, ce n'est pas... La NAT n'a pas référence à cela. Il faut aller à la maison mère qui a vendu la Prado. La maison mère doit pouvoir expliquer. La procédure en cours, on verra bien ce que ça va donner. Je l'espère. Je l'espère. On aurait même appris que le propriétaire de ce véhicule a fui le pays. Non, ça, on ne va pas en tenir compte des rumeurs. Nous, on tient compte de ce qui est officiel. Laissons la justice faire son travail. Voilà, c'est ça. Et que les marches de soutien des prières, ce qui m'a encore scandalé, mais j'ai vu des pasteurs avec des hommes politiques prier pour un homme, prier contre le coup d'État. Ça m'a scandalisé. Ah bon? Ça m'a scandalisé dans le mono-le-coufo. Ce n'est pas normal qu'un pasteur se mélange avec les hommes politiques pour aller prier. Non. Et le président de l'Assemblée est aujourd'hui en train de les remettre sur la droite ligne. C'est vrai que le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il faut respecter les institutions. Il a même cité un pan d'un article de la Constitution béninoise
où des personnes sont présumées innocentes jusqu'à ce que la procédure soit, il devait le faire soit finie. Il devait le faire plus tôt. Mais il a fait à la faveur de l'ouverture d'une session, donc c'est une grande tribune aussi. Il se voit tout le temps en tant que membre du parti politique UBR. UP, il se voit tout le temps. Pourquoi ne pas appeler ses collègues de la mouvance? Stoppez ce que vous faites, c'est pas bon. Il l'a pas fait. Mais quand il a dit à cette tribune, ça a eu plus d'écho maintenant. Quel écho? C'est trop tard. Ah bon? Ah ben écoute, l'impact que ça a eu peut-être sur les juges instructeurs, on ne sait pas. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Ben, j'espère. Oui. Moi, sa sortie me rassure que la procédure ira à sa fin et on saura qui dit la vérité ou qui ment. Quand vous, pasteur Michel Alopo, vous dites aujourd'hui que vous êtes surpris, scandalisé de ce qui se fait, mais nous avons de la mémoire. On sait que vous, homme de Dieu, vous avez côtoyé Boni Yayi qui est acteur politique. En son temps, vous priez à temps et à contre-temps chez lui ou chez vous, un peu partout. Vous le faisiez à visage découvert. C'est interdit par la Constitution. Mais vos collègues le font aujourd'hui et vous êtes scandalisés. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Mes collègues le font. Oui. La situation est différente. Ah bon? C'est par rapport au coup d'État qu'ils sont allés dans le coffre pour prier pour le président. En ce temps, vous avez prié pour la pluie dans ce pays, on s'en souvient. Mais si on prie pour la pluie, c'est pour le bonheur de la population. Mais ceci aussi, c'est pour le bonheur de la population. Alors, le fait d'aller dénoncer un coup d'État, alors qu'on n'est pas sûr qu'il y a vraiment coup d'État, mais c'est grave. Imaginons qu'il y a eu coup d'État. On ne souhaite pas, mais imaginons en 2 secondes que cela puisse se passer. On ne serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est bien que vos collègues pasteurs prient pour le chef de l'État et prient pour la nation. N'est-ce pas? Mais pas avec les hommes politiques. Mais vous l'avez fait en son temps? Non, on n'a jamais prié pour une situation de coup d'État avec des hommes politiques. Pas pour un coup d'État, mais vous avez prié dans les maisons des hommes politiques? Les maisons? Chez Yahi, oui. Oui. Mais... On fait les prières tous les dimanches. Chez lui? On fait un culte. C'est un culte qu'on fait. Mais il était là souvent? Ben, régulièrement, c'est chez lui. Bon, ça veut dire que c'est la même chose. Mais on prie pour que sa gouvernance soit solide et qu'il ait la crainte de Dieu. Mais quand un chef d'État, un homme d'État n'est pas soumis à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui sème la crainte de Dieu dans la vie, dans le cœur des hommes de Dieu, des hommes politiques. Si un homme politique n'a pas un parrain spirituel, un père spirituel, mais il est égaré. Ah bon? Il est égaré. Un homme politique, qui soit homme d'État, qui n'a pas un père spirituel, que tu sois catholique, tu dois avoir un prêtre qui va te suivre. Que tu sois musulman, tu dois avoir un imam qui va te suivre, qui te guide, qui t'instruit. Mais c'est clair. Si ce n'est pas le cas pour nos hommes politiques, c'est qu'ils sont égarés. Ah bon? Oui, ils sont égarés. Le mot est fort. Je dis qu'ils sont égarés, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu pour gouverner ce pays, ils sont égarés. Parce que le pouvoir vient de Dieu. Tu viens de le dire. Tout à fait. Mais si tu n'as pas l'inspiration de Dieu pour poser des actes qui conviennent au peuple, qui va dans le sens de veiller aux intérêts du peuple, mais écoute, si c'est pour ta propre poche que tu agis, que tu condamnes les gens, que tu votes des lois, si c'est sur instruction d'un homme, parce que quand on est dirigé par la chair, les désirs de la chair ne font pas presse avec l'esprit de Dieu. Il faut que le chrétien soit conduit par l'esprit de Dieu. Mais un chrétien politique qui n'est pas conduit par l'esprit de Dieu, il est égaré. Yahi Boni l'était en son temps? Il était très inspiré. Ah bon? Très inspiré pour demander la réconciliation avec son frère et ami Talon. Malgré tout ce qui s'est passé dans cette histoire d'empoisonnement, coup d'État aussi, c'est pareil, c'est pratiquement les mêmes sujets. Yahi Boni a ouvert les mains pour que Talon rentre. Talon est rentré. Beaucoup de gens ont condamné Yahi Boni. Moi, je ne l'ai pas condamné. J'ai même appelé sur la radio Canal 3 la réconciliation de ces deux amis.
Ma prière a été exaucée. Talon est arrivé, il a pris le pouvoir. C'est la volonté de Dieu qui prend le pouvoir. Et c'est la volonté de Dieu, après avoir fait les 2 mandats, qui s'en aille. Et laisse le pays tel qu'il a trouvé. Mais est-ce que vous pensez justement que le même cas de figure peut se reproduire pour 2026? C'est ce qu'on souhaite. Qu'après peut-être la procédure du dossier coup d'État, que les 2 hommes se revoient, fument le calumet de la paix. C'est obligé. Ah bon? Que Bocon Olivier et Patrice Talon se retrouvent et fumer le calumet de la paix. C'est obligé. Parce que quand un royaume est divisé contre lui-même, c'est la mort. On ne peut pas comprendre que 2 hommes qui ont combattu Yahi Boni et qui ont fui le pays et qui sont revenus avec la bénédiction de Yahi Boni, mais qui est devenu à la fin du règne de Patrice Talon des ennemis. La Bible n'encourage même pas. La Bible a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Et c'est ça. Talon est un chrétien fervent catholique, mais il peut laisser tomber cette histoire si c'était vrai. Et si ce n'est pas vrai, il faut qu'il laisse tomber et qu'il se réconcilie avec son ami Bocon Olivier. D'accord. Voilà ce que moi je pense. Qui voyez-vous pour lui succéder en 2026? Personne. Ah bon? Personne. Personne ne peut incarner le leadership de Talon. Personne. Personne dans ce pays. Surtout au niveau de sa rigueur. Personne. Mais je pense que Dieu connaît celui qui va prendre le pouvoir. Celui qui va prendre le pouvoir doit pouvoir être capable, un homme qui craint Dieu. Pas seulement quelqu'un qui vient parachever ce que Talon a fait, mais quelqu'un qui vient faire la véritable rupture. Quelqu'un qui vient... La rupture de la rupture, c'est ça? Ah oui, bien sûr, puisque la rupture... Ou la continuité de la rupture? La rupture, pour moi, n'a pas été véritablement ce que on attendait de la rupture. Et c'est pour ça que moi, j'ai demandé de voter à Talon au 2e tour. Je suis déçu des méthodes de la rupture aujourd'hui. Déçu des méthodes de la rupture. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. Les maisons qui ont été construites, les routes, c'est ça qui change l'homme. C'est le cœur qui doit changer. Il y a un adage qui dit la route du développement passe par le développement de la route. Oui, mais ça, c'est philosophique. C'est réel aussi dans notre pays. C'est le cœur de l'homme qu'on doit changer. Est-ce que vous n'êtes pas à l'aise quand vous situez sur les bitumes bien faits et tout? Est-ce que vos pneus ont moins de crevaisons maintenant que par le passé? Chez moi, avant de sortir de chez moi, mes pneus ont des problèmes. Ah bon? Il n'y a pas eu de bitume sur ma route. Vous allez de moins en moins chez le mécanicien maintenant que par le passé? Hier, je venais déposer un ami en ville quand ma voiture est tombée à panne. C'est du fait de quoi? J'ai dû changer. Heureusement que j'ai pris de l'argent avant de sortir. C'est du fait du chef de l'État ou bien du fait de votre... Oui, mais c'est la route. Ouais. On n'a pas changé toutes les anciennes routes. C'est la route. C'est au niveau de ma cloison. J'ai dû courir dans tout Cotonou avant de retrouver la pièce qui est gâtée. C'est la route. Toutes les routes ne sont pas bitumées à Cotonou. Vous voulez que tout le soit avant d'applaudir Patrice Talon? Il a beaucoup fait. Soglo l'a fait. Yahi Boni l'a fait. Bon. Et celui qui viendra le fera aussi. C'est une continuité. L'État, c'est une continuité. Je félicite Patrice Talon pour tout ce qu'il a fait jusque-là. Mais qu'il laisse le pays en paix avant de partir. C'est ma prière. D'accord. Vous parlez de paix justement. Oui. Et on va sortir de cette émission par là. Qu'est-ce que vous en appelez maintenant aux acteurs politiques par rapport à la paix, les comportements de paix? On sait que l'ancien président ivoirien parlait de la paix, qui n'étant pas un vain mot, mais un comportement qui doit se traduire dans les actes. Qu'avez-vous envie de dire maintenant à tous ceux qui nous suivent par rapport à la paix en prélude aux élections de 2026? La seule solution aux hommes politiques, c'est d'aller au dialogue politique. C'est là où ils vont se parler. C'est là où ils vont trouver, ils vont analyser tout ce qui ne va pas dans le pays. À ce dialogue politique que le clergé catholique a demandé, et tout le monde demande ce dialogue politique. Tout le monde le demande, la société civile demande le dialogue politique. Que les hommes politiques parlent d'une même voix et trouvent une solution pour sortir
notre pays, cet imbroglio dont parle le président de la Cour suprême, nous sommes dans un imbroglio. Comme il a dit, ça ne va pas. On va où? Il faut qu'on sorte de cet imbroglio dans lequel on est. C'est important que les hommes politiques se parlent et qu'ils trouvent une solution pour réviser ce code électoral. Et j'ai demandé une loi d'amnistie pour les opposants qui sont dehors. J'ai demandé une loi d'amnistie pour le président de la République parce que pour tout ce qu'il a pu réaliser. Mais ce qui est sûr, il n'a pas encore trouvé un dauphin. Je vous le dis, je vous le confirme. Ah bon? Il n'a pas encore trouvé un dauphin. C'est une confidence? C'est une confidence. Il n'a pas encore trouvé un dauphin. Il vous l'a dit qu'il n'a pas encore trouvé? La bouche parle, non? Ouais. Et les oreilles entendent. Ouais. C'est tout ce que je vais vous dire. Il n'a pas encore trouvé un dauphin. S'il a trouvé un dauphin, ben, on n'en serait pas là. Mais il a dit que c'est à 6 mois des élections qu'il faut évoquer la question, oui. Mais le plus important, il ne faut pas qu'il impose un dauphin. Yahi a voulu le faire. Ça n'a pas marché pour Yahi. Il faut qu'il tienne compte de ce qui s'est passé sur Yahi. Qu'il convoque la mouvance. Qu'il aille au primaire, comme le fait dans les autres pays de l'Occident. Et qu'on choisisse quelqu'un parmi les gens de la mouvance. Si c'est deux candidats, qu'on choisit les deux candidats, un pour le BN, un pour l'UPR. Il aura la paix. D'accord. S'il ne fait pas ça, il va imposer un candidat. Il n'est pas Dieu. S'il impose un candidat, ça veut dire que Dieu ne dirige plus le pays. On dit souvent la voix du peuple est la voix de Dieu. Il faut qu'il consulte son peuple. Il faut qu'il consulte sa classe politique pour qu'ensemble, il trouve quelqu'un qui puisse prendre la tête et continuer l'œuvre qu'il a commencé. Il a commencé une belle œuvre. Mais nous voulons que ça se passe dans la paix. Seul le dialogue peut nous conduire à la paix. D'accord. Comme à la conférence des forces vives de la nation de 2019. D'accord. Ce sera votre mot de la fin. Merci beaucoup à vous, monsieur Michel Alokpo. Vous êtes pasteur, homme de Dieu. Vous côtoyez beaucoup les hommes politiques. Vous êtes un acteur de la société civile, secrétaire général du cadre de concertation des confessions religieuses et porte-parole justement de ce cadre. Avec vous, on a opiné, on a recueilli vos analyses sur les faits majeurs de l'actualité sociopolitique. Vous en appelez à la paix, rien que la paix. Vous en appelez aussi à un dialogue entre tous les acteurs pour que le Bénin en sorte grandi d'ici les élections générales de 2026. Une fois encore, merci beaucoup. Je vous remercie et je bénis la République. Merci. Amen. Je bénis toutes les institutions de la République. Amen. Que Dieu nous entende. Amen. Merci beaucoup. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme. À bientôt.